universitarios y procesos creativos se asume como un espacio extracurricular donde se pretende tocar miles de temas para todos los intereses, claramente enfocándolos que la educación es una construcción de saberes múltiples y de reproducción de cultura para toda la comunidad universitaria. Agradecemos a la División de Bienestar Universitario, en cabeza del señor Edwin Gonzalo, que me apoyó con el motor de esta idea, al director del Centro Cultural y Extensión Cultural, Horizon Perdomo, por su apoyo en engranar a la licenciatura en Educación con énfasis en Educación Especial hacia los diferentes espacios culturales, a la maestra Alejandra Esguerra, porque siempre me apoyó en todas las ideas que proponía en su espacio académico, a la maestra María Angélica Yazo por todo su interés porque se desarrollara esta hermosa idea, y por último a todos mis compañeros del semestre que apoyaron para que se realizara con éxito este día. Sin más preámbulos, entonces le damos la bienvenida al profesor Andrés Tarcisio, que iniciemos con esta. Buenos días. ¿Sí se escucha? Ahora sí. Esta conferencia de Proust y la neurociencia tiene previsto en cuanto tiempo un espacio y una duración de 3 horas, pero pues vamos a recortarlo. Pues en primera instancia agradecer a Sebastián. Soy de los que aplauden la idea de construir academia por fuera del aula de clase. Me parece incluso que lo más absurdo y ridículo que podemos hacer los profesores es dictar clase. Proust y la neurociencia es una idea tomada de un teórico que comencé a leer hace algún tiempo, llamado Johann Lehrer, quien es discípulo del Premio Nobel de Medicina Eric Kandel. En espacios anteriores, cuando me habían hecho la invitación para hablar sobre arte, desarrollo del pensamiento, elementos cognitivos y aprendizaje, aplaudía la idea de establecer vínculos entre dos aspectos que epistemológicamente en un país como el nuestro y en la mayoría de países realmente es contradictorio, que es el arte y la ciencia, ¿verdad? Tan así es que los artistas se consideran lejos de la ciencia y los científicos, algunos, se consideran muy lejanos del arte. He pensado, tengo previsto, pero lo voy a consultar con ustedes por la premura de los tiempos, tenemos más o menos hasta las 10:30 prestado el espacio, presentar un documental francés sobre la vida de Marcel Proust. Ese documental dura 1 hora, pero lo voy a recortar, es decir, no lo vamos a desarrollar todo. Me interesa sobre todo que se lleve una panorámica general de los planteamientos de Proust. Este seminario está encaminado y está orientado a personas que no conocen nada sobre Marcel Proust. Por favor, levanten la mano a alguien. ¿Tú sabes algo de Proust? No sabes nada de Proust. ¿Hay alguien que sea experto en Proust? O que sepa al menos quién es Marcel Proust. ¿Hay alguien que sepa quién es Marcel Proust? Ajá. Sí. ¿Y qué más? ¿Alguno ha leído En busca del tiempo perdido, por ejemplo, de Proust? No. Ok. Esto que voy a hacer es un tanto arriesgado porque yo no soy literato, ¿no? Pero tampoco soy médico neurólogo.
Entonces, lo que ustedes van a ver en la presentación, en primera instancia, va a ser un acercamiento a Proust, el literato, ¿verdad? Y a su obra maestra En busca del tiempo perdido. Y en segundo momento, espero no aburrirlos, vamos a hablar de proteínas y de moléculas, de hendiduras sinápticas y de sinapsis implicadas en la memoria. El asunto de la memoria sigue siendo uno de los aspectos propios de la neurociencia y de la cognición más enigmáticos. A pesar de que yo me he venido desempeñando desde la investigación y desde la docencia en el campo de la cognición y del aprendizaje, no existen verdades últimas sobre el funcionamiento de la memoria. Cuando me encuentro el libro de Leder, me di cuenta de una cosa increíble, y es que los nuevos modelos científicos, y cuando yo estoy diciendo científicos no me estoy refiriendo a cualquier tipo de ciencia, los premios Nobel están utilizando modelos artísticos y modelos literarios para hacer comprensión de fenómenos cerebrales que la psicología, la neurología y la neurociencia pura no pudo responder. Asuntos tales como el por qué de un momento a otro un detonante del medio ambiente puede elicitar en nosotros un recuerdo que jamás queríamos buscar, qué asociación fuerte existe entre el gusto y el olfato para generar representaciones mentales que voluntariamente no queremos traer a nuestra mente. Claro, así como expresando que el control ejecutivo del funcionamiento del cerebro a veces nos mama gallo, y un ejemplo de ello es el déjà vu, que aparentemente con este modelo que voy a explicar tiene una solución, y es una solución plausible, y la plausibilidad también de la explicación de qué es lo que sucede en el funcionamiento biológico molecular cuando nosotros recordamos. Ese es un seminario que espero le presten toda la atención. Es la primera vez que lo doy, llevo mucho tiempo montándolo, tengo una motivación particular y es el acercamiento por algún vínculo afectivo con personas que son expertos en Proust, ¿verdad? Y por supuesto con mi padre, que fue la primera persona con la cual conocí Proust, ¿sí? En adelante les voy a mostrar algunas imágenes y espero que se gocen el seminario. Entonces comencemos con la primera parte, que es el documental de Proust. Les sugiero hablar con Sebastián para que les dé el documental, porque aunque hay muchos documentales de Proust, incluso hay películas hechas sobre algunos capítulos de En busca del tiempo perdido, no igualan a este documental, y es una lástima, de entrada lo digo, que no lo podamos ver todo, pero bueno, arranquemos entonces con esa primera parte para que nos demos una idea de Proust el literato. Fut sur le plan culturel une année exceptionnelle. Le ballet de Stravinsky, Le Sacre du Printemps, déclencha un scandale. Sigmund Freud publia Totem et Tabou. Charlie Chaplin tourna dans son premier film. Et à Paris, Marcel Proust fit paraître le premier volume d'À la recherche du temps perdu. Ce roman monumental ébranla le monde de la littérature. Devenu un classique traduit dans des dizaines de langues, il continue d'étonner ses lecteurs, fasciné par l'œuvre d'un génie audacieux et intransigeant. Proust has been the man that hung among. Proust a été pour moi une révélation. He's with Shakespeare. De la même façon que Shakespeare, c'est un écrivain au talent multiple. Dès lors qu'on lit Proust, il fait partie de vous à jamais, tout comme Shakespeare. Sans exagérer, je pense sincèrement qu'il est le grand auteur du XXe siècle.
Il écrit comme un ange. Il a une éloquence merveilleuse. Et il est très drôle. Il y a des blagues extraordinaires chez Proust qu'on se raconte entre amis. Comme le café ou le whisky, il est fait d'un mélange spécial, composé d'une multitude d'impressions délicates, en référence à la peinture impressionniste. Mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Ce sont les sensations vitales qui constituent la vie d'un être humain et lui donnent la conviction d'être vivant. La question étant justement, que signifie être vivant? Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Quand je m'éveillais au milieu de la nuit, le souvenir venait à moi comme un secours d'en haut pour me tirer du néant. Je passais la plus grande partie de la nuit à me rappeler notre vie d'autrefois, les lieux, les personnes que j'avais connues, ce que j'avais vu d'elles, ce qu'on m'en avait raconté. Proust a consacré plus de 14 ans à la recherche du temps perdu. Une œuvre de plus d'1 million de mots, où l'on croise quelques 200 personnages. Au fil des 3000 pages, les thèmes abordés sont nombreux. Du snobisme futile de la haute société, aux fluctuations de la mémoire et au passage inéluctable du temps. Mais avant tout, ce roman est l'histoire d'un personnage, le narrateur. Un homme très semblable à Proust, qui s'embarque pour un voyage extraordinaire dans l'espoir de devenir ce à quoi il aspire depuis toujours, un écrivain. Pour créer le narrateur de son roman, Proust s'inspira des paradoxes de sa propre personnalité. Célébrité de la vie mondaine parisienne, il se lia avec des aristocrates antisémites, lui qui était à moitié juif. Il a su dépeindre avec une intelligence remarquable l'amour entre un homme et une femme, alors qu'il était homosexuel. Et bien qu'il ait, comme il le disait lui-même, gâché sa jeunesse, à près de 40 ans, il décida de s'adonner à l'écriture avec une intensité rare dans l'histoire de la littérature. Il s'est servi de sa vie pour écrire à la recherche du temps perdu, important des modifications qui, d'après lui, rendraient la vérité plus criante. Proust n'a rien inventé, mais il a tout changé. Il a mis dans son roman sa vie tout entière et son époque. Entre la Belle Époque et la Première Guerre mondiale, le monde a vu fleurir quantité d'inventions qui ont profondément changé la vie quotidienne, mais également le monde des idées. En révolutionnant l'art du roman, Proust lui-même fut l'instigateur d'un changement durable. Marcel Valentin Louis-Eugène Georges Proust naît à Paris le 10 juillet 1871 dans une famille bourgeoise. Chétif, nerveux, d'une précocité exaspérante, il s'entend très bien avec son jeune frère Robert, qu'il affuble pourtant de surnoms moqueurs comme Sa Majesté. Plus tard, il aura le dernier mot dans leur rivalité affectueuse en faisant du narrateur de son roman un enfant unique. Madame Jeanne Proust, née Veille, est la fille d'un riche agent de change parisien. Très cultivée, fait rare pour une jeune fille de l'époque, elle parle plusieurs langues étrangères et cite tout naturellement des auteurs comme Victor Hugo et Molière. Le père de Marcel, Adrien Proust, est professeur à la faculté de médecine. Fils de petits commerçants catholiques, il a publié de nombreux traités médicaux et est devenu célèbre pour avoir mené en France la lutte contre les épidémies mortelles de choléra. De temps en temps, toute la famille va passer des vacances à Illiers, la ville natale du docteur Proust, à 25 km de Chartres.
Plus tard, Marcel Proust s'inspirera de ses séjours en situant les premières scènes de son roman dans un village désormais légendaire, Combray. Dans le jardin de Combray, je trouvais le plaisir d'être bien assis, de sentir la bonne odeur de l'air, et quand 1 heure sonnait au clocher de Saint-Hilaire, de voir tomber morceau par morceau ce qui de l'après-midi était déjà consommé. Et à chaque heure, il me semblait que c'était quelques instants seulement auparavant que la précédente avait sonné. L'intérêt de la lecture, magique comme un profond sommeil, avait donné le change à mes oreilles hallucinées. Combray représente le paradis sur lequel Proust ouvre son roman. C'est sa genèse, ce que j'appelle l'âge de la foi de Marcel, le narrateur. En grandissant, nous cessons de croire. Mais de 4 ans à 6 ou 8 ans, nous avons encore foi dans notre entourage. Nous croyons que les choses sont telles qu'elles paraissent, et nous ne sommes pas encore rongés par le ver du doute. La vie de Proust bascule l'année de ses 9 ans. Au retour d'une promenade, il fait sa toute première crise d'asthme. Il ment de mourir. Dès lors, la maladie ne lui laissera aucun répit, réduisant singulièrement ses activités. Obligé de rester à l'écart des jeux des autres enfants, il développe très tôt un sens aigu de l'observation. À cause de son asthme, il passe désormais ses vacances sur la côte normande, son père étant convaincu que la pureté de l'air marin lui sera bénéfique. À Étretat et à Cabourg, le jeune garçon découvre un monde nouveau, où les Parisiens d'ordinaire si collés montés se relâchent. Il passe des heures en compagnie de sa mère, s'imprégnant des paysages et des impressions, comme d'autres ramassent des coquillages. Comme il le décrit dans À la recherche du temps perdu, ce sont des moments d'union intense avec sa mère. Je savais quand j'étais avec elle, si grand chagrin qu'il y eut en moi, qu'il serait reçu dans une pitié plus vaste encore, que tout ce qui était mien, mes soucis, mon vouloir, serait en elle étayé sur un désir de conservation de ma propre vie. Et mes pensées se prolongeaient en elle sans subir de déviation, parce qu'elle passait de mon esprit dans le sien, sans changer de milieu, de personne. Sa maladie l'a rapproché de sa mère, et je suis sûr qu'il en a beaucoup joué. Ils étaient très proches. C'était l'intellectuel de la famille, celle qui s'intéressait à la peinture, la musique et la littérature. Sans aucun doute, c'est elle qui a eu l'influence la plus marquante sur Proust. Au lycée, Marcel Proust excelle en philosophie et remporte des prix pour ses compositions où l'on reconnaît déjà son style remarquable. Un de ses essais en particulier déroute ses professeurs par ses phrases longues et complexes qui s'étendent sur des pages entières. Après le lycée, Proust s'engage dans l'armée pour une année de service militaire. Nous sommes en 1889 et la guerre est encore très loin. À cause de son asthme, il est exempté des exercices et comme ses cannes de toux secouent toute la chambrée, il loue une chambre en ville et dispose même d'une ordonnance qui lui cire ses chaussures. Le jeune homme apprécie tant la vie militaire qu'il tente de se réengager, mais il échoue. Au classement final, le soldat Proust est 63e sur 64. Pour lui, le moment est venu de choisir une carrière.
Le docteur Proust est devenu une autorité dans le domaine de la santé publique et dîne souvent avec le président Sadi Carnot. Inquiet de l'avenir de son fils, ses connaissances, son talent pour les belles phrases, il lui conseille la diplomatie ou le droit. Marcel s'inscrit à l'université en philosophie et en droit, mais son esprit est ailleurs. Il fréquente un groupe de jeunes gens qui pratiquent le tennis. Il n'aime guère la compétition et passe son temps en bordure des cours où il amuse ses nouveaux amis de la haute société, formant ce qu'il appelle la cour d'amour. Le docteur Proust, lui, n'est pas amusé et lui cite en exemple son jeune frère Robert qui a entamé de brillantes études de médecine. Pour finir, il suggère à Marcel d'entrer dans une étude d'avoué. Mon cher petit papa, j'espérais toujours finir par obtenir la continuation des études littéraires et philosophiques pour lesquelles je me crois fait. Quant à l'étude d'avoué, sois persuadé que je n'y resterai pas 3 jours. Toute autre chose que je ferai autre que les lettres et la philosophie est pour moi du temps perdu. Après de nombreuses disputes, le jeune homme finit par convaincre son père de lui financer encore une année d'études. Mais il vit très largement au-dessus de ses moyens. Quand il ne se rend pas à une réception, c'est lui qui reçoit. Il a commencé à écrire sur le nouveau milieu qu'il fréquente et rédige même une chronique mondaine dans une revue. Il a décidé de s'introduire dans les cercles les plus fermés de la société, les salons des aristocrates parisiens très influents. Là, il flatte bassement les ducs et duchesses, manœuvre pour obtenir des invitations et charme ses hôtesses par des poèmes et des compliments. Ne reculant devant aucune dépense, il leur fait livrer d'énormes bouquets. Son ascension sociale est légendaire. À l'époque, on dit de quelqu'un qui cherche à gagner des faveurs par des compliments extravagants qu'il proustifie. Marcel Proust était un homme d'un charme ensorcelant et très vite il a fait fondre toutes mes résistances. Il mangeait, il buvait, il parlait, il me racontait toutes les histoires de la journée. Il adorait les potins. Tout de même, on parlait beaucoup de lui, n'est-ce pas? Non pas tant parce qu'il avait fait, mais enfin il y avait, je ne sais pas, sa vie, il était en vedette, comme on dirait aujourd'hui. Mais certainement, au moins dans un certain monde. Il a découvert et exploré ce qu'il faut bien appeler le monde du snobisme. À ses yeux, ces gens étaient le beau monde, presque les stars de leur époque. Et tout cela est devenu la matière de son roman. Les hôtesses des salons, les habitués des garden parties, tous ces gens ont inspiré plusieurs personnages clés et de nombreuses scènes comiques. Les salons constituent le laboratoire où Proust étudie l'aristocratie et la scène où il côtoie les plus grands artistes de l'époque, qui seront eux aussi transformés plus tard en personnages de fiction. Il y a là l'actrice Sarah Bernhardt, le compositeur Claude Debussy, l'écrivain irlandais Oscar Wilde et le peintre Claude Monet. Marcel Proust a une vingtaine d'années lorsqu'il fait la connaissance du pianiste Reynaldo Hahn lors d'une soirée. Proust et le jeune musicien d'origine vénézuélienne seront intimes pendant plusieurs années et resteront des amis proches toute leur vie. Compositeur doué, Hahn encourage Proust à prendre plus au sérieux son talent d'écrivain. À 25 ans, se sentant prêt pour la célébrité littéraire, Proust publie un recueil d'histoires réuni en un livre coûteux intitulé « Les plaisirs et les jours ». Il a convaincu Anatole France d'en écrire la préface et Madeleine Lemaire, aquarelliste et hôtesse célèbre, de l'illustrer. Pour les critiques, ce livre apparaît comme un acte de pure vanité. Chroniqueur au Gaulois, Jean Laurin appelle Proust un de ces jolis petits jeunes gens du monde en mal de littérature et de succès de salon, et fait clairement comprendre que Proust est homosexuel. Pour défendre l'honneur de son nom, Proust le provoque en duel.
Les deux hommes tirent en l'air, personne n'est blessé. Mais bien que l'honneur de Proust soit sauf, il lui faudra des années pour faire oublier cette réputation d'écrivain mondain. Quand on a fait des portraits de Proust, comme Malaparte par exemple le met au théâtre, il en fait un personnage faible et efféminé. C'était absolument pas Proust. Proust avait beaucoup d'autorité, ce que les Anglais appellent poise. En même temps, beaucoup de courage, vous regardez bien en face, l'air un peu de défi, de d'Artagnan, la tête en arrière. Il était très courageux. En 1898, la publication du célèbre J'accuse d'Émile Zola relance l'affaire Dreyfus, ce scandale énorme qui divise la France. Des années plus tard, ce moment décisif dans la vie de Proust jouera un rôle clé dans son roman. Alfred Dreyfus est un officier de l'armée française accusé d'avoir livré des secrets militaires aux Allemands. Jugé par un conseil de guerre, il a été condamné à la déportation à vie dans l'île du Diable en Guyane. Mais de nombreux intellectuels, dont Zola, sont convaincus que Dreyfus n'était qu'un bouc émissaire choisi parce qu'il était juif. Le pays tout entier est secoué par une explosion d'antisémitisme. Dans les rues de Paris, de nombreuses affiches vilipendent les Dreyfusards. Proust n'a jamais oublié qu'il était à moitié juif. Il n'a jamais essayé de le nier, il n'en faisait pas mystère. Tout le monde le savait. Pour lui, la France se devait d'être honnête avec elle-même pour tout ce qui touchait à l'armée et la justice. En ce qui concerne l'affaire Dreyfus, il a toujours su très clairement dans quel camp il se trouvait. Proust se réunit avec d'autres artistes et écrivains